Bonjour Arthur Porret, Founding Partner, Avolta Partners. Bonjour. Bienvenue Merci. à l'Innovation Week, à cette édition spéciale CES 2021. Je t'en prie, prends la télécommande en main. Je pense que tu as une présentation à nous faire et après j'aurai quelques questions à te poser. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup de donner la parole aujourd'hui. L'idée, c'est aujourd'hui de parler un peu, de revenir sur ce qui s'est passé dans le monde du VC en 2020 et puis d'essayer d'en tirer quelques conclusions sur ce qui pourrait se passer évidemment l'année prochaine. Peut-être je dis un tout petit mot sur Avolta pour expliquer ce qu'on fait. Donc moi, je suis un des associés cofondateurs d'Avolta Partners. On est une boutique de M&A spécialisée dans la tech. On fait des levées de fonds, on fait des opérations de M&A, de cession, acquisition, des opérations de LBO. L'année dernière, on a fait 13 opérations pour près de 200 millions de volume total de transactions. Donc voilà, on intervient dans tous les secteurs de la tech. Une des autres choses qu'on fait, c'est qu'on publie assez souvent des petites études sur l'écosystème et qui nous permettent de comprendre vraiment les fondamentaux et évidemment aujourd'hui de discuter de ce qui va se passer dans le futur. Alors je vais commencer peut-être par revenir sur les grands points de 2020. Évidemment, 2020 a été marqué par une crise majeure qu'on connaît tous. Malgré ça, ce qui a été hyper étonnant pour nous, c'est que 2020, en termes de montant investi, ça a été la plus grosse année pour la France. C'est l'année vraiment record de tous les temps, avec 5,4 milliards d'investissements. C'est un x6 en 6 ans, donc on est sur une croissance d'écosystème qui est un peu une croissance de start-up. Et ça, tu l'expliques comment finalement? Excuse-moi de t'interrompre, mais du coup, c'est quand même assez... Ouais, écoute, ça interpelle, quoi. L'explication, je vais essayer de le faire court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller assez vite. Je dirais que principalement, l'explication première, c'est du côté des investisseurs. Il y a de plus en plus d'investisseurs dans l'écosystème qui ont des fonds de plus en plus gros et qui ont donc une nécessité de déployer de l'argent, de déployer de plus en plus d'argent. Donc de manière assez logique, il y a un phénomène de grossissement de la taille de l'écosystème. Et puis de l'autre côté, on a les entrepreneurs qui en 2020, certains ont peut-être freiné un petit peu leurs ambitions de faire des opérations, mais la plupart se sont dit qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Et après avoir fait une petite pause juste pendant la période du premier confinement, ils se sont dit en fait on va se remettre en marche. Et nous on a recommencé vraiment à bosser, tu vois, à partir de mai, juin, on a recommencé à travailler sur de nouvelles opérations. Donc il y a ce double effet qui fait qu'en réalité l'écosystème a pas trop bougé. Le deuxième point, c'est que la performance de la France est hyper bonne par rapport à l'Europe, et notamment versus aux deux pays qui sont assez proches de la France, le UK et l'Allemagne, qui sont tous les deux légèrement en décroissance cette année, alors que la France fait entre plus 10%, plus 15% de croissance. Donc ça, c'est aussi une preuve du rattrapage de la France et du bon état de l'écosystème. Le troisième point, et ça c'est assez important, le troisième point et quatrième point sont liés, le fait que le montant des investissements en 2020 est très gros et qu'on va le voir après, il va certainement continuer à augmenter. C'est principalement lié au fait qu'il y ait de plus en plus de méga deals. On a vu des deals comme Voodoo à 400 millions, Miracle à 250 millions et Covadis à 200 millions, ce qui était jamais arrivé en fait dans l'écosystème les années précédentes et ce qui explique en fait l'inflation énorme sur le montant qui rentre dans l'écosystème. Et de l'autre côté, là où ça peine un tout petit peu plus, c'est qu'en réalité on voit aussi une baisse du nombre de deals et notamment des plus petits deals. Et ça, c'est un petit peu inquiétant, ou en tout cas, c'est quelque chose que les entrepreneurs doivent avoir en tête, puisque aujourd'hui, c'est de plus en plus dur, je dirais, de trouver des investisseurs sur des séries assez early. La compétition est de plus en plus forte, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont de très bons entrepreneurs. Et donc, sur les premières séries, le seed, la série A, c'est parfois assez compliqué de trouver des investisseurs. Donc, il ne faut pas voir que le gros montant sexy dont tout le monde parle, la France, c'est super. Il y a aussi la réalité du marché qui est derrière, qui est que pour les séries early, c'est assez difficile. Et après, les deux derniers points sur l'investissement, évidemment, il faut avoir conscience que les modèles de souscription de software, ça représente un gros du marché, et c'est aussi les modèles les mieux valorisés, avec les modèles de commission qui sont les marketplaces, les fintech, paiements, etc. Donc ça, c'est sur l'investissement, donc plutôt quand même assez positif malgré la petite baisse du nombre de deals. Du côté des exits, c'est beaucoup moins bien. On est sur une année 2020 qui est relativement stable, légèrement descendante par rapport à 2019. On arrive à 4,3 milliards. C'est toujours drivé par des très gros deals, évidemment. Mais on est quand même sur des niveaux qui sont inférieurs aux investissements. Donc c'est un peu inquiétant qu'il y ait plus d'argent qui rentre dans l'écosystème que de l'argent qui sort. Il y a très peu de gros deals. On est un des seuls pays en Europe qui a
pas vraiment eu d'exit au-dessus d'1 milliard sur des boîtes qui ont été financées par des VC, ce qui est un peu aussi inquiétant quelque part. C'est l'exception française. C'est l'exception française, mais là par le mauvais côté. Quoi. Par le mauvais côté. Et l'autre chose aussi qui est peut-être encore plus inquiétante, c'est que pour l'instant, les IPO ne fonctionnent pas du tout en France. Ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu une IPO majeure sur le secteur de la tech, sur des boîtes financées par des VC. Contrairement à tous nos petits camarades européens, hein, il y a eu, je sais pas, un Adyen en Hollande, un Spotify, voilà, il y a plein de boîtes en Europe qui sont sorties en IPO et sur leur bourse locale. Ça n'existe pas en France. Voilà, c'est encore une complexité du marché. Ensuite, sur peut-être le profil rapidement des boîtes qui font un exit, je pense qu'il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est la profitabilité. Quand on veut vendre sa boîte, il faut être profitable. En tout cas, il y a une boîte sur deux qui se vend qui est profitable. Donc on se dit que c'est quand même un critère évidemment important. Sur le type d'acquéreur, alors je vois pas très bien ce qu'il y a. Ouais. Versus US, en France et en US en termes de valeur. Ouais, c'est pour dire que le profil des acquéreurs, il y a beaucoup de sorties qui se font avec des acquéreurs France. Par contre, quand on regarde les grosses sorties, elles se font plutôt avec des acquéreurs US. Et ça, c'est aussi un petit peu inquiétant dans l'écosystème parce que, évidemment, il y a plein de boîtes qui vont du coup appartenir à des sociétés étrangères. Et puis l'argent circule moins bien, quoi. Si l'argent ne revient pas dans l'écosystème comme ça, en boucle, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Les talents partent, etc. Donc, tant que les corporates n'auront pas pris en France la conscience qu'il y a une valeur à faire des choses dans les exits, à acheter des boîtes tech et qu'il y a de la valeur à ça, ce sera compliqué. Et puis le dernier, c'est évidemment que les multiples les plus élevés sont aussi de la même manière que sur le VC, sur l'investissement, la commission et la souscription, sur ce type de modèle. Et peut-être ensuite, du coup, assez vite, ma boule de cristal. Je t'en prie. J'ai spoilé la première question, donc tu peux, lâche-toi. Donc là, je sors ma grosse boule de cristal sur qu'est-ce qui va se passer en 2021. Bon, je n'ai pas fait des choses de manière complètement débile. J'ai repris un peu les points précédents et j'essaie de voir un peu les tendances qu'il pourrait y avoir l'année prochaine. Donc sur la partie investissement, si je reprends, on peut imaginer que malgré la crise qui est encore en train de se prolonger, qu'on vit encore, nous on voit que l'écosystème de l'investissement continue de très bien se porter et de mieux en mieux. Je veux dire, même le deuxième confinement, c'était assez impressionnant de voir qu'on peut faire des process entiers, des closings complètement de manière digitale. Enfin, c'est assez impressionnant. L'écosystème s'est vachement adapté. Et donc on peut imaginer que 2021 soit une année qui soit encore un petit peu au-dessus de 2020. Et donc on estime que ça devrait atterrir autour des 6 milliards d'investissements. Sur le rang de la France en Europe, disons, on pense que la France va rester numéro 2, égalité avec l'Allemagne. L'Angleterre, pour rappel, l'année dernière a fait aux alentours des 12-13 milliards, donc c'est quasiment 2 fois plus que la France. Donc il y a un gros écart. Toujours des méga deals, et on peut imaginer qu'il y ait des deals pour la première fois au-dessus de 500 millions. Pourquoi pas des deals à 1 milliard? C'est pas impossible. Hein. Il y a quelques boîtes qui pourraient prétendre. Sur des repérés ou pas en particulier? On pourrait imaginer, je sais pas, que des Doctolib, voilà, des Quanto, etc. Alors ils n'arriveront peut-être pas tout de suite au milliard, mais assez vite ça va arriver, en fait, parce que c'est des boîtes qui vont très très vite. Sur le reste, ça va pas trop bouger, donc je vais passer rapidement. Et puis sur les exits. Il y a un point qui est important, c'est il y a un peu une nouvelle vague, si tu veux, d'entrepreneurs et de startups qui sont créés, je dirais, après 2015. Tout ce qui s'est créé avant, on était dans un écosystème qui était encore avec relativement peu d'investissement, près 1 milliard par an, et les entrepreneurs qui montaient leur boîte se disaient bon, si je vends ma boîte 10, 20, 30, 50 millions, ce serait déjà génial. Et après 2015, avec l'investissement qui était de plus en plus massif, les entrepreneurs français sont devenus de plus en plus ambitieux. Ouais. Et donc en fait, cette cohorte d'investisseurs après 2015, elle va très certainement avoir les possibilités de faire des exits beaucoup plus importants parce qu'il y a cette ambition au jour 1 de la création de la boîte. Et donc on peut imaginer que, voilà, que ces cohortes, sachant qu'il faut à peu près 9 ans entre le moment où une boîte est créée et le moment où elle se vend, on peut imaginer que les cohortes à partir de 2015, elles vont commencer à produire de très belles exits à partir de 2022, horizon 2024, d'accord, je vois. Très bien. Voilà. C'est sur les exits, c'est assez complet. Moi, je vais en profiter pour faire une dernière question sur tes recommandations que tu pourrais faire aux entrepreneurs qui veulent finalement faire des sites, des séries A en 2021. Quelles seraient tes recommandations auprès de ces entrepreneurs? Ouais, alors comme on l'a vu, hein, c'est assez compliqué faire des tours early. Moi, ce que je recommande évidemment aux entrepreneurs dans ces stades-là, c'est
d'essayer d'aller chercher tout l'argent non dilutif qu'ils peuvent aller chercher. Donc évidemment la BPI, la France est le pays qui injecte le plus d'argent public dans leur research au monde. Donc il faut en profiter, c'est quand même un gros avantage. Pas nécessairement bien valorisé par les entrepreneurs, pas assez, tu crois? Si, mais parfois les entrepreneurs ne savent pas forcément ils n'ont pas forcément la conscience de tout ce qu'ils peuvent aller chercher. Je pense qu'il faut creuser ça au maximum. Et puis l'autre chose, c'est il faut vraiment être bien armé parce que la sélection est rude sur ces tours-là, et donc il faut avoir les bons KPIs, il faut vraiment avoir taffé sur son storytelling. Vendre sa boîte quelque part à des investisseurs, c'est pas la même chose que vendre son produit. Et ça, c'est un exercice assez particulier. Nous, c'est notre métier évidemment d'aider les entrepreneurs à faire ça, mais même sans passer forcément par un conseil, il faut le bosser. Et puis il faut avoir des métriques. Le truc le plus important dans une levée de fonds, c'est les métriques et c'est le momentum. Parce que tous les investisseurs veulent rentrer dans des boîtes dans lesquelles le truc est en train de décoller, ça fait une courbe qui ressemble à un truc un peu exponentiel, et ils disent c'est à ce moment-là que je dois y aller. Parfait, très bien. Merci beaucoup pour cette vision très claire, très chiffrée et très concrète, Arthur. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.